Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission du dialogue littéraire du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui au tribunal de grande instance de Brest, lieu où se déroule le dernier roman de Tanguy Viel. Nous allons partir à la rencontre de deux auteurs que nous avons eu le privilège de recevoir à la librairie ce mois-ci, à savoir Tanguy Viel, mais aussi Daniel Pénac. Enfin, pour terminer, nous rejoindrons Nolwenn au rayon pratique de la librairie qui nous exposera 3 de ses coups de cœur. Avait-on osé l'espérer? Je ne sais pas. La sortie d'un nouvel épisode de la saga Malocène en a réjoui plus d'un. Dans cette saga, née en 1985, Daniel Pénac met en scène une famille au caractère un peu original, dont le chef, si l'on peut dire, est Benjamin Malocène, un bouc émissaire de profession. C'est donc après 18 années que nous les retrouvons tous. Les enfants ont grandi et les péripéties rocambolesques sont toujours de mise. Partons tout de suite à la rencontre de Mathilde, qui nous retracera cette saga depuis ses débuts jusqu'au premier tome du cas Malocène. Par les temps qui courent, moi, Benjamin Malocène, je vous mets au défi, qui que vous soyez, où que vous vous cachiez, quel que soit votre degré d'indifférence aux choses de ce monde, d'ignorer la dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien bonne, qui va faire grésiller les réseaux sociaux. Alors, le mois de janvier a été beaucoup plus gai grâce à la sortie du nouveau roman de Daniel Pénac et à la surprise générale, c'était un nouveau Malocène. Et puis, on retrouve Benjamin Malocène, le meneur de cette famille, de cette fratrie, qui est toujours présent, toujours bouc émissaire et toujours pris dans les affaires contre sa volonté. Eh bien, écoutez, en 85, enfin plutôt en 82, je lisais un livre que j'ai par hasard dans la poche de mon imperméable et que je relisais dans l'avion en venant, qui est le bouc émissaire de René Girard. Un jour, je l'ai rencontré. J'ai dit, écoutez, je vais faire un roman populaire, je ne savais pas à l'époque que ce serait une série, avec un personnage qui serait un bouc émissaire professionnel, c'est-à-dire qui sera salarié pour se faire engueuler à la place des autres, explicitement, c'est un métier. Alors ça l'avait amusé, il m'a donné sa bénédiction et j'ai écrit Au bonheur des ogres. Alors la saga Malocène a commencé au milieu des années 80 avec Au bonheur des ogres. On suivit assez rapidement La Fée Carabine et La petite marchande de prose. Et ensuite, dans les années 90, est sorti Monsieur Malocène au théâtre, Des chrétiens et des morts et Au fruit de la passion. Et depuis la fin des années 90, on pensait que la saga était terminée. Et Daniel Pénac a gentiment réécrit une suite avec les plus petits. Le désir de refaire un Malocène, alors que j'ai évidemment juré mes grands dieux que j'en ferais pas, ça c'est ça. Les écrivains sont souvent des ivrognes. Et c'est que j'avais... En fait, ça s'apparente à une envie de lecture. J'avais envie d'écrire sur le même ton, un peu comme on a envie de retrouver un auteur, une lecture. Comme on a envie de relire ou de relire. Voilà. Vous vouliez relire un Malocène, finalement. Voilà. Vous aussi. Et tant qu'à faire, autant l'écrire. Puisque je ne peux pas vous le demander, vous ne me donnez jamais un coup de main. Alors, ce nouveau roman s'appelle Le cas Malocène, volume 1, Ils m'ont menti. Et on suit Benjamin Malocène dans ces montagnes du Vercors où son objectif est de protéger un auteur qui est en danger de mort, mais qui doit absolument finir son second roman. Et à Paris, un homme d'affaires, Georges Lapieta, est kidnappé le jour où il doit recevoir son parachute doré. Alors, quel lien entre la famille Malocène et cette affaire d'État? Bien sûr, forcément, avec cette famille-là, il y en a toujours un. Benjamin est le narrateur de la saga, en réalité. Mais c'est un narrateur particulier parce qu'il raconte une histoire à des lecteurs, c'est-à-dire à vous, sans se rendre compte qu'il met le lecteur au courant des horreurs qui vont lui arriver. Il ne s'en rend pas compte. Et quand le lecteur découvre que Benjamin, qui est en train de raconter cette histoire, fait tel acte qui manifestement ne peut que lui créer des ennuis, Benjamin, lui, ne le sait pas. Alors c'est fait pour que le lecteur tremble à sa place. Ou râle, se dit ce con, mais il fallait qu'il se taise. Pourquoi a-t-il dit ça? Mais qu'il se taise. Et ça, c'est un jeu littéraire qui est assez amusant à faire pour l'auteur. Parce qu'il y a l'auteur aussi, il n'y a pas que vous. Il faut que l'auteur s'amuse un peu aussi. On retrouve
toute l'ambiance malocénienne, ces histoires un petit peu rocambolesques, mais on rit, on pleure avec eux, et on retrouve aussi toute cette malice de Daniel Pénac qui joue avec ses personnages et qui joue aussi beaucoup avec les mots. Il y a beaucoup de jeux de mots, de création de mots. C'est vraiment un régal. Tanguy Viel est l'auteur de plusieurs romans parus aux éditions de Minuit. Il publie son premier roman alors qu'il n'a que 24 ans. Dès lors, le ton est donné. Ces romans portent une écriture que l'on peut qualifier de cinématographique et mettant en scène des personnages complexes. Il y a 2 mois, sortait en librairie article 353 du Code pénal, un polar social. Nous retrouvons tout de suite cet auteur brestois au micro de Laurence. Tanguy Viel, bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter article 353 du Code pénal, votre dernier roman à la construction magistrale qui vient de paraître aux éditions de Minuit. Vous nous y menez au cœur d'un huis clos qui se déroule à Brest, dans le bureau d'un juge d'instruction. Alors Martial Kermer, le personnage principal et narrateur de l'histoire, a en effet jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec. Et dans le bureau du juge, il va retracer le cours des événements qui l'ont mené jusqu'à cet acte compulsif. Alors c'est un livre qu'on lit d'une traite, un monologue qui suit le rythme des pensées de Martial Kermer et au fil duquel se dessine toute une vie. Un plaidoyer aussi qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Alors dès les premières pages de ce récit de Martial Kermer, on est projeté dans un paysage et une couleur, celle gris-vert de la rade de Brest. Alors comment ce paysage brestois vous a-t-il nourri lors de l'écriture ? Comment il m'a nourri? Je crois qu'il est remonté un peu malgré moi, parce que dans un roman précédent, j'étais parti vers les États-Unis en me disant qu'il fallait que je prenne un peu l'air et que je quitte les fonds marins. Et c'est remonté, vraiment remonté à la surface de la mémoire. Je pense qu'une humeur profonde de moi, mettons quand j'ai commencé à écrire ce livre il y a 2 ans à peu près, s'est trouvé se refléter en fait dans ce paysage. Voilà. Alors dès la scène introductive du roman, on apprend ce que Martial Kermer a fait et donc la raison pour laquelle il se trouve dans le bureau du juge. Tout au long de la lecture, on est alors tenu en haleine par une autre question, à savoir comment en est-il arrivé là. Et l'histoire qu'il va nous raconter met en scène 2 forces opposées. Il y a d'un côté la passivité de Martial Kermer et de l'autre l'assurance d'Antoine Lazenec, donc un promoteur immobilier qui a décidé de construire une station balnéaire, le Saint-Tropez du Finistère. Alors dans quelle mesure est-ce que le récit et l'intrigue se sont justement construits dans cette opposition des forces? Oui, clairement dans cette opposition des forces, parce que en fait, le roman proprement dit, il est né le jour où j'ai eu cette idée narrative très simple d'imaginer un type qui débarquait et qui allait construire, c'est-à-dire au fond l'opposé en effet de ce qu'était Martial, qui ne construit rien, qui même voit sa vie comme de manière très horizontale, là aussi très proche du paysage, c'est-à-dire distingue mal les épaisseurs de sa propre existence, a sans doute dans toute sa vie pris très peu de décisions. Un narrateur, c'est forcément quelqu'un d'un peu passif. Il faut qu'il soit dans cet espace où aussi en même temps il peut accueillir la poésie de l'existence, même si elle est un peu, là encore, mélancolique. Et par contre, pour cueillir roman, il faut que de l'autre côté, il y ait une espèce de violence qui soit faite à la poésie, en fait, et que alors c'est pas prose contre poésie, mais c'est presque nature contre culture, ou éléments liquides contre éléments solides. En l'occurrence, ce type qui débarque, Lazenec, il arrive avec un projet qui est immobilier. C'est de la pierre. Et je crois que presque dans tous mes livres, je me retrouve dans cette situation où pour que le roman existe, il faut qu'il y ait de la pierre. Et puis l'enjeu principal du roman, c'est aussi celui du jugement de Martial Kermer, qui doit répondre à la question suivante. Est-ce que la violence jusqu'au meurtre peut être une réponse légitime à une autre violence, celle de notre société néolibérale? Alors bien entendu, on ne va pas révéler le dénouement du roman, mais est-ce que le roman, en permettant d'écrire sur cette violence, est selon vous l'espace d'une réparation possible? En tout cas, c'est mieux que ce soit dans le roman que dans le réel. Mais en effet, cette jouissance-là, je la vis quand j'écris, vraiment, cette jouissance réparatrice. C'est-à-dire qu'au fond, après c'est le dispositif de l'écriture qui ferait ça, c'est-à-dire que c'est pas tellement le fait qu'il y ait un acte qui en lui-même soit réparateur, que le fait qu'on puisse produire un discours qui soit reconstituant. C'est-à-dire le narrateur, pour la première fois de sa vie, devant ce juge, va réorganiser les éléments de son existence. Et donc au fond, un peu comme peut-être chez un psychanalyste, il va réussir à avoir une vue aérienne ou une vue panoptique sur sa propre vie, et ça me semble être le secret de sa propre souveraineté. C'est-à-dire, la réparation, c'est pas tellement d'avoir fait l'acte juste ou pas juste, c'est d'avoir réussi à raconter sa vie.
Nous retrouvons maintenant Nolwenn en librairie qui va nous parler de ses coups de cœur au rayon pratique. Bonjour Nolwenn. Bonjour Élise. Je crois que pour commencer, tu as choisi le livre Maligne de Noémie Caillot. Oui, tout à fait. Donc le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Maligne. Alors c'est un récit autobiographique. Noémie Caillot a 27 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Et ce livre, c'est son combat. Elle nous raconte l'annonce de sa maladie, les examens médicaux qu'elle a dû subir, les réactions de certaines personnes aussi face à sa maladie, les traitements et puis l'opération. Alors ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'elle livre son combat avec beaucoup d'humilité, beaucoup de franchise, mais aussi beaucoup d'humour. C'est un livre très drôle, à aucun moment on ne sombre dans le pathos, et donc je vous le recommande. Et notez également que c'est une pièce de théâtre. Pour continuer, tu as choisi un livre pour apprendre le tissage. Oui, tout à fait. Donc là, on change totalement d'atmosphère puisqu'il s'agit d'un livre de loisirs créatifs. Apprendre le tissage par Laura Valfort, que vous connaissez peut-être sous le nom de Petite Biche Rose. Donc ce livre, il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Si vous êtes débutant, vous n'aurez aucun mal à vous lancer puisque c'est un livre qui vous permet vraiment d'avancer progressivement, pas à votre rythme. Et à mon sens, le petit plus de ce livre, ce sont vraiment les créations que Laura Valfort vous propose de réaliser. Elles sont très très belles et je ne doute pas que vous serez ravis de pouvoir les exposer aux yeux de tous. D'accord, on a hâte de découvrir cela. Enfin, je crois qu'on va terminer sur une petite note gustative avec la découverte du porridge. Oui, tout à fait. Donc un livre qui va vous permettre de démarrer la journée du bon pied avec un bon petit déjeuner, un bon porridge. Au programme de ce livre de Fern Green aux éditions Marabout, 70 recettes pour réinventer le porridge à volonté. Donc il vous propose de varier les céréales, les fruits, les graines utilisées pour pouvoir vraiment manger du porridge tout au long de l'année. Je vous conseille vraiment d'essayer parce que je suis sûre que vous deviendrez tout de suite accro au porridge. D'accord. Merci beaucoup Nolwenn pour tous tes conseils. Merci. On a hâte de partir à cette découverte-là. L'émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission du Dialogue littéraire. À bientôt.